l'énigme de la civilisation effacée et asile, train d'orphelins et architecture impossible du J-siècle. Face à certains édifices du J-siècle, une impression d'étrangeté supplante parfois l'admiration. Ces structures monumentales semblent porter le poids d'un âge bien plus avancé que de l'histoire officielle, comme si elles avaient été les témoins muets d'événements oubliés. Leur grandeur dépasse toute nécessité pratique et leur précision défie les capacités techniques de l'époque de leurs conçus présumés. Les explications académiques attribuant la paternité de ces œuvres à des architectes locaux pour des fonctions administratives ou hospitalières paraissent insuffisantes pour dissiper le mystère. Une hypothèse alternative émerge au sein des recherches indépendantes, celle d'une catastrophe globale majeure, un cataclysme si absolu qu'il aurait enseveli les premiers niveaux tous les continents habités. Les photographies d'époque révèlent des anomalies frappantes, notamment des fenêtres de rez-de-chaussée situées au ras du sol, à moitié enterrées sous des tonnes de sédiments, dans des cités dépourvues de toute raison géologique pour un tel phénomène. Certains analystes évoquent une coulée de boue massive, d'autres mentionnent des fléaux sanitaires ou des campleurs inédites. Mais la mémoire de ces structures et les anciennes cartes conservent les traces d'un passé oblitéré. Avant une décennie charnière du J-siècle, les documents cartographiques mondiaux attestaient l'existence d'une civilisation étendue, un empire global connu sous le nom de Tartarie. Puis, au cours des années même où la Terre semble avoir englouti les rues de nombreuses métropoles, cette entité disparut brutalement des registres. Les archives n'évoquant ni conquélite, ni traité de cession, mais une véritable éradication textuelle. Immédiatement après cet effacement, une campagne de construction simultanée s'engagea sur l'ensemble du globe pour ériger des structures monumentales en pierre. Des bureaux de poste s'apparentant à des palais, des gares ferroviaires calquées sur des cathédrales et des palais de justice dotés de systèmes de ventilation complexes apparurent soudainement. Parmi ces édifices figuraient d'immenses asiles psychiatriques, construits selon une architecture d'une similitude troublante avec les bâtiments civils. La version officielle affirme que ces complexes furent édifiés par des ouvriers n'utilisant que des outils manuels et des voitures à chevaux, selon une chronologie difficilement conciliable avec les réalités économiques et matérielles de l'époque. La science historique commence à s'interroger sur la possibilité que ces structures aient été héritées plutôt que bâties, posant la question du destin de leurs occupants d'origine. L'historiographie classique présente le milieu du siècle comme une ère de révolution humanitaire dans le traitement des maladies mentales. Des réformateurs célèbres, à l'instar de Drontheudie, menèrent des campagnes pour extraire les indigents et les aliénés des prisons afin de les installer dans des institutions spécialisées. Le plan Kirkbride, une philosophie architecturale élaborée par le Dr Thomas Story Kirkbride en 1854, devint le modèle prédominant pour la construction des asiles au tas unis et dans une grande industrialisée. Pourtant, l'observation directe des structures Kirkbride subsistantes fragilise cette explication. Ces édifices ne s'apparentent en rien à des logements institutionnels construits à la hâte. Ils représentent l'architecture la plus sophistiquée de leur époque, caractérisée par des escaliers monumentaux, des voûtes complexes, des éléments de maçonnerie décorative exigeant des années de travail d'artisans hautement qualifiés, ainsi que des réseaux de chauffage à vapeur et d'éclairage au gaz intégrés directement dans les murs de pierre. Ces infrastructures massives semblent disproportionnées pour une jeune république postcoloniale cherchant simplement à loger ses citoyens les plus vulnérables. L'examen de la chronologie soulève des doutes majeurs quant à la faisabilité de ces chantiers. Le plan Kirkbride fut publié en 1954 et en l'espace de seulement 15 ans, des centaines de complexes monumentaux de ce type furent érigés sur le territoire américain. Cette époque, l'industrie du bâtiment ne disposait ni d'outils électriques, ni de structures en acier, ni de transport motorisé pour l'acheminement des matériaux de construction. Un projet d'une telle envergure, réalisé de nos jours avec des technologies modernes, nécessiterait entre 5 et 10 ans de travaux et des investissements financiers colossaux. Pourtant,
les autorités de l'époque parvinrent à mener de front des dizaines de chantiers simultanés. Les questions relatives à la provenance de la main-d'œuvre qualifiée, aux contrats d'exploitation des carrières de pierre et aux perturbations majeures que de tels travaux auraient dû causer au sein des communautés locales restent sans réponse dans les archives officielles, qui observent un silence total sur ces aspects logistiques. En est issue une lettre, l'étude y comptait plus de 50 institutions psychiatriques publiques en activité, hébergeant chacune plusieurs centaines, voire des milliers de pensionnaires. L'asile de Willard dans l'État de New York accueillait plus de 2000 patients, tandis que les hôpitaux d'État de Denver dans le Massachusetts et de Napa en Californie affichaient complet presque immédiatement après leur inauguration. Les rapports administratifs affirmaient que ces populations provenaient des dépôts de mendicité, des établissements pénitentiaires et de familles démunies, la folie étant alors attribuée au trier de l'industrialisation, à l'exode rural et à l'alcoolisme. Toutefois, les registres d'admission survivants révèlent des catégories diagnostiques surprenantes et obsolètes, telles que l'aliénation morale ou la nostalgie. Ce dernier terme désignait un désir obsessionnel et incontrôlable pour un foyer disparu, une pathologie justifiant l'internement à vie dès les années saintes. Les historiens s'interrogeant aujourd'hui sur l'identité réelle de ces individus nostalgiques d'un monde effacé, alors que l'explication officielle les réduisait à un simple soldats sans trou du mal du pays. La concomitance temporelle entre l'essor des asiles et la modification des documents géographiques soulève des interrogations fondamentales. La grande vague de construction d'institutions psychiatriques débuta au cours des décennies 1940 et 1800, soit exactement la période où la configuration des cartes mondiales commença à une civilisation tartare, dont les édifices caractéristiques subsistent encore dans de nombreuses métropoles actuelles, disparus progressivement des atlas officiels. Si l'atlas Silé de 1800 mentionnait encore la Tartarie, cette dernière avait totalement disparu des éditions de Nuit-Santanite, sans qu'aucune mention de conquête ou d'absorption politique ne vienne justifier cette absence. Ce processus d'effacement cartographique s'est déroulé en parfaite synchronisation avec le remplissage rapide des nouveaux complexes asilaires, suggérant l'existence d'une corrélation étroite entre la disparition d'une culture et l'internement de populations spécifiques. Parallèlement au développement du réseau asilaire, un autre phénomène démographique d'envergure se mit en place sur le continent américain. Entre 1853 et 1909, environ 250 000 d'enfants furent transportés par voie ferroviaire depuis les grandes métropoles de la côte et vers les régions rurales du Midwest, des grandes plaines et du souassement massif de population, connu sous le nom de mouvement des trains d'orphelins, fut orchestré principalement par le philanthrope Charles Loring Brass et la Children Aid Society. La version historique traditionnelle présente cette initiative comme une œuvre de bienfaisance visant à soustraire les mineurs abandonnés à la misère urbaine pour leur offrir un avenir au sein de d'agriculteurs en quête de main-d'œuvre. Néanmoins, l'analyse des données démographiques met en doute la possibilité que les seules villes de New York, Boston ou Philadelphie aient pu générer un tel volume d'enfants abandonnés dans un pays qui ne comptait alors que 30 millions d'habitants. Certaines recherches menées sur les archives administratives indiquent que les centres de rassemblement des enfants destinés aux trains d'orphelins se situaient fréquemment à proximité ou au sein même des complexes institutionnels affectés à l'enregistrement des nouveaux internés du système asilaire. Les mineurs et les personnes qualifiées d'aliénés transitaient ainsi par des canaux bureaucratiques parallèles qui présentaient de singuliers points d'intersection. De nombreux dossiers d'orphelins révèlent une absence totale de patronyme d'origine ou l'attribution de noms de famille arbitraires lors de leur arrivée dans les gares de tri. Ces noms présentaient souvent des consonances germaniques ou slaves, évoquant des communautés culturelles dont la présence massive sur le territoire nord-américain n'était pas documentée par officiels de l'immigration. L'absence de retranscription détaillée concernant les origines familiales de ces milliers d'enfants suggère une volonté délibérée de rompre définitivement les liens avec leur passé.
Ce schéma institutionnel consistant à réutiliser des structures préexistantes se répète avec une régularité remarquable à travers le monde. Dans de nombreux pays, de vastes édifices en pierre, dont les chroniques locales peinent à documenter la genèse de manière cohérente, furent intégrés au patrimoine étatique entre 10 titres d'entrée et 805 pour être convertis en asile, en orphelinat, maison de travail. À l'asile psychiatrique de Transalanie à Veston, en Virginie occidentale, les travaux officiels débutèrent en 1500 mètres. Mais l'examen technique des blocs, de grès taillés à la main, et la précision millimétrique de la maçonnerie indiquent un volume de travail incompatible avec le calendrier de construction avait par le tas. De même, l'hôpital royal de Bethléem à Londres, célèbre sous le nom de Bedlam, possède des origines médiévales, mais la structure monumentale photographiée au X siècle aurait été entièrement, en seulement 3 ans, entre 1802 et 1805, une performance technique hautement improbable pour l'époque. Des observations similaires s'appliquent à l'asile de Charenton près de Paris, à l'institution de Merenberg, aux Pays-Bas ou au Burg Liesli de Zurich. Tous ces édifices partagent un langage architectural identique à celui des grands monuments civils, des gares ferroviaires et des universités de la même époque, arborant des détails de stèles beaux-arts, des proportions monumentales et des systèmes de ventilation sophistiqués. La science historique attribue généralement cette uniformité au courant réformateur de l'époque victorienne, caractérisé par un goût prononcé pour l'architecture publique grandiose. Toutefois, la convergence stylistique absolue entre les symboles de la puissance civique et les structures d'enfermement sans des doutes fondamentaux. La possibilité que ces bâtiments aient été découverts et réaffectés à des fonctions de contrôle social plus que construits et nihilo constitue une hypothèse sérieusement étudiée par les chercheurs indépendants. Le X siècle fut également marqué par l'apparition soudaine de centaines de communautés utopiques à travers le territoire américain ainsi qu'en Australie et en Amérique du Sud. Des colonies célèbres telles que New Harmony dans l'Indiana, la communauté Eldoneda dans l'État de New York ou les colonies d'Amana dans l'Oise s'établirent au cours de cette période. Les manuels d'histoire décrivent ces mouvements comme des expériences idéalistes de vie communautaire fondées sur des préceptes religieux ou des théories socialistes. Cependant, l'analyse démographique de ces groupes révèle qu'ils s'installaient fréquemment sous la forme de structures sociales déjà pleinement constituées, maîtrisant d'emblée des techniques indues avancées. Dès leur fondation, les colons d'Amana fabriquaient des textiles de haute qualité, du mobilier élaboré et des instruments de précision, manifestant un savoir-faire technique achevé qui semblait avoir été préservé et transporté depuis un autre lieu plutôt qu'acquis sur place. L'histoire de la Harmony Society en Pennsylvanie illustre parfaitement cette dynamique. Ce groupe, originaire d'Allemagne, bâtit en moins d'une décennie 2 cités modèles d'une grande sophistication architecturale, avant de démonter ses installations pour se réimplanter dans l'Indiana, puis d'effectuer un nouveau déplacement. Chaque étape, la communauté laissait derrière elle des édifices en pierre d'une technicité telle que les colons suivants éprouvaient des difficultés majeures à les entretenir. Ces communautés utopiques présentaient les caractéristiques de refuge pour les survivants hautement qualifiés d'un ancien ordre social, possédant une cohésion culturelle trop forte pour être assimilés ou internés dans les structures asilaires traditionnelles. La cartographie des destinations des trains d'orphelins recoue d'ailleurs fréquemment les zones d'implantation de ces communautés, suggérant l'existence de transferts discrets de mineurs veus cratures d'accueil autonome. Le phénomène de prolifération asilaire ne se limita pas aux frontières des États-Unis. Au cours des mêmes décennies, des initiatives similaires furent déployées simultanément en Candotan en France, dans les États germaniques en Australie, au Canada et en Argentine. Des établissements comme l'asile de Yarra Bend à Melbourne ou l'hôpital de Gladesville à Sydney adoptèrent les principes architecturaux du plan Kirkbride avant même que ce dernier ne fasse une diffusion internationale officielle. Une époque antérieure au développement des télécommunications de masse et des réseaux télégraphiques intercontinentaux. La coordination mondiale d'un tel programme institutionnel pose un défi explicatif majeur à la science historique.
L'hypothèse d'une simple circulation d'idées humanitaires au sein des cercles médicaux universels paraît insuffisante pour expliquer la mise en œuvre simultanée de projets architecturaux d'une telle envergure sur des continents distincts. L'étude approfondie des archives d'État révèle d'importantes lacunes documents concernant cette période de transition. Les recensements officiels américains de 1860 comportaient des catégories démographiques spécifiques qui disparurent totalement des registres de 1860, suggérant une réorganisation profonde de la classification administrative des populations. De plus, les dossiers d'admission de grands asiles comme ceux de Wiyar ou de Utica présentent des périodes de vide documentaires de plusieurs années, ou des données consignées selon des formats totalement discordants par rapport aux archives antérieures et postérieures. De la même manière, l'identité initiale des enfants déplacés par les convois ferroviaires fut fréquemment effacée par des changements de nom systématiques lors de leur adoption, rendant toute traçabilité généalogique impossible. Lors de la démolition partielle de l'hôpital de Tade d'Anvers au début des années 20, plusieurs objets insolites furent découverts scellés à l'intérieur des structures murales. Parmi ces artefacts figuraient de petites statuettes en bois sculpté dont le style artistique ne correspondait à aucune tradition folklorique répertoriée en Nouvelle-Angleterre, ainsi que des manuscrits rédigés dans une graphie cursive complexe rappelant les anciennes langues d'Europe de l'Est. La découverte de ces objets, manifestement dissimulés par les anciens occupants des lieux, témoigne de la conservation clandestine d'éléments mémoriels au sein même des institutions d'enfermement. La requalification systématique de ces souvenirs et de ces connaissances spécifiques en pathologie mentale constitua un outil efficace pour assurer l'amnésie collective d'une société en pleine reconstruction. La disparition apparente des compétences scientifiques, des concepts cosmologiques et des techniques de maçonnerie avancées et qui permettaient la construction de ces édifices monumentaux constituent l'une des plus grandes énigmes du siècle. Les chercheurs s'interrogeant sur le destin de ces savoirs, qu'ils se soient éteints au sein des structures asilaires, qu'ils aient subsisté de manière fragmentaire à travers l'artisanat des communautés utopiques ou qu'ils soient demeurés gravés de façon critique dans l'architecture même des bâtiments si actuels. L'accumulation de ces anomalies structurelles, administratives et démographiques à l'échelle mondiale suggère la mise en œuvre d'un vaste programme de réorganisation sociétale et d'effacement historique orchestré au cours du siècle dernier, transformant d'anciennes structures monumentales en centres de confinement afin de modeler le récit du monde contemporain. Evrilik en subscribe drive me tokepunartin forgot page of history, tincusomuch en c'est une estime.